Je m'appelle Thomas Borel, et je suis un des porte-parole de l'association Survie, et avec 3 autres personnes, j'ai co-dirigé un ouvrage qui s'appelait, dans sa version initiale, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, et qui est ressorti en 2021, et qui est ressorti en 2023, en édition poche, et qui s'appelle Une histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, voilà, avec Thomas Deltombe, Hamzat Boukari Yabara et Benoît Colomba. Nous, on a vraiment eu le souhait de repartir justement de la mise en place de ce qu'on appelle la France-Afrique, et de chercher d'ailleurs les origines, à la fois politiques, mais même les origines du mot France-Afrique. Et d'ailleurs, par rapport à quelque chose qui est souvent dit, que ça aurait été un mot inventé à la fin des années, au milieu des années 50, par le président ivoirien de l'époque, qui s'appelait Félix Houphouët-Boigny, en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que le mot, il existe depuis 1945. Et en fait, août 45, c'est au moment de la capitulation du Japon, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des réflexions qui animent l'intelligentsia française, les élites françaises, de se dire comment continuer à peser au niveau mondial. Il y a un peu cette idée de grandeur. On était un empire, et donc tout est en train de bouger avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, et comment est-ce qu'on va continuer à être une grande puissance. Il y a vraiment ce mythe de la grande puissance qui est toujours qui est vivace, quoi, qu'il faut entretenir. Et donc, il y a en fait des réflexions à ce moment-là, parce qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a des troupes africaines qui sont venues combattre, qui ont contribué à libérer l'Europe du nazisme. Donc, on a ce qu'on a appelé les tirailleurs africains, sénégalais, qui reviennent au pays et qui aussi, en fait, veulent l'indépendance, quoi. Il y a vraiment des mouvements indépendantistes qui commencent à se développer. Et donc, petite panique à bord chez les élites françaises, de se dire comment on conserve l'Empire. Et toute une réflexion qui se met en place vraiment à partir de 44-45, donc 1944, un truc qui s'appelle la conférence de Brazzaville, où il y a vraiment ces discussions avec De Gaulle qui va là-bas sur l'avenir des colonies françaises, et jusqu'à la fin des années 50, en gros, de se dire comment faire en sorte de ne pas perdre l'Empire. Entre-temps, on a une guerre d'indépendance en Indochine, que la France perd, donc l'Indochine se libère et donc il y a des gens comme François Mitterrand, qui deviendra bien plus tard président de la République, mais d'autres aussi, qui développent un peu des théories. Et François Mitterrand dit carrément, c'est le titre d'un bouquin, en gros, il dit de lâcher l'Asie et de garder l'Afrique, quoi. C'est vraiment, il faut recentrer l'Empire français là-dessus. Et donc, pendant toute cette période-là, il y a ce truc de dire il faut qu'on fasse des concessions sur l'Empire pour pouvoir le conserver. Et cette idée, elle est hyper importante parce qu'elle est centrale pour nous dans le livre, dans le sens où c'est encore ce qui se passe aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, mais un certain nombre de réformes, de choses qui se produisent actuellement, où on nous annonce que ça y est, c'est la fin de la France-Afrique ou quoi, sont, si on les met dans cette filiation, un peu dans cette histoire longue, on voit que c'est la même chose, c'est lâcher du lest pour conserver l'essentiel. Et il y a un président de la République, Vincent Auriol, qui est un peu, voilà, c'est pas le nom le plus connu, mais il est président de la République de 1947 à 53, en 1952, qui dit dans une lettre, je crois, il dit il faut conserver le maximum en cédant les apparences. C'est vraiment le mantra de l'époque, quoi. C'est ce truc, on va céder des choses, mais il va falloir garder ça. François Mitterrand, qui est un jeune ministre ambitieux à l'époque, est à fond là-dessus, et tous ces gens préparent ce qui va être mis en œuvre en fait par d'autres, puisque en 1958, on a le général de Gaulle qui revient au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Peut-être juste le rappeler, c'est un petit truc qui est un peu qui passe inaperçu dans la grande histoire française, l'histoire glorieuse de notre pays, mais De Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958 à la faveur d'un coup d'État, une mise sous pression des institutions de la 4e République, avec l'armée française qui menace d'intervenir. On dit que les paras sont en vol déjà pour venir sur Paris et tout, et donc vraiment les institutions capitulent et donnent le pouvoir à De Gaulle, quoi. Et De Gaulle reprend le pouvoir et on va basculer vers la 5e République qui se met en place à ce moment-là, dans les mois qui suivent. Et De Gaulle va faire ce que d'autres ont préparé avant lui. Et donc, c'est faire quoi? Alors d'abord, c'est tenter de conserver avec la communauté française, de ne pas donner l'indépendance pleine et entière, de créer une sorte de ce qu'on a appelé la communauté française qui a duré de 1958 à 60, où on donne un certain nombre de prérogatives
à ces pays, mais qui ne sont pas des États indépendants. Et puis le projet est en fait assez vite mort-né, quoi. Le truc ne marche pas et très vite on va vers l'indépendance, mais une indépendance sous contrôle. L'idée, c'est puisqu'on ne peut pas empêcher la poussée indépendantiste, il faut la contrôler. On va en fait favoriser des élites qui sont favorables aux intérêts français. Mais quand je dis favoriser, c'est y compris, c'est de l'élimination politique, de la mise sous pression et de l'élimination parfois physique avec de l'emprisonnement, de la répression et éventuellement de l'élimination physique pure et simple comme au Cameroun avec une guerre contre les indépendantistes. C'est une page sombre pour ce pays. Il vient d'accéder à l'indépendance, mais une guerre de 7 ans démarre entre les autorités et les membres de l'Union des populations du Cameroun. Ces derniers sont considérés comme des rebelles. Ils seront massacrés par l'armée, mais aussi par les Français. La France, pourtant, n'a jamais reconnu cette guerre en tant que telle. Le Conseil des ministres en France a interdit l'Union des populations du Cameroun. L'UPC est donc rentré en clandestinité et refusant d'abandonner le combat, la France s'est acharnée militairement, cette fois-ci, avec des vastes opérations militaires pour essayer non seulement d'éradiquer l'UPC, mais également toutes les populations accusées de les soutenir, de soutenir les nationalistes. Pour que les personnes qui reçoivent un peu les clés du truc soient favorables à la France. Et finalement, on a donné, je sais plus si c'est Mesmer ou Debré qui dit on a donné l'indépendance à ceux qui le demandaient le moins. Et c'est vraiment ça. Au Gabon, on a un gars, Léon Mba, qui va devenir le premier président de la République. Il voulait pas de l'indépendance. Il voulait que le Gabon soit un département français. Il disait on veut rester un département français, quoi. Mais j'ai oublié de le dire, en toile de fond, il y a la guerre d'Algérie qui a commencé aussi, qui n'est pas finie. Et donc, il y a vraiment cette conscience qu'il va falloir lâcher, comme on disait, sur les apparences pour garder l'essentiel, c'est-à-dire conserver un accès à des matières premières, conserver une puissance d'influence, un rayonnement, conserver un appui et conserver cette idée que la France est une grande puissance. On conserve l'Empire sous une autre forme. C'est un peu, pour reprendre l'expression, on la cite en intro, d'un autre historien qui a bossé sur Haïti, c'est l'Empire dans un gant de velours. On déguise ça. Et donc, au moment où on fait les accords d'indépendance, on fait signer des accords de coopération. Et c'est Michel Debré, le Premier ministre de l'époque, qui explique que l'un ne va pas sans l'autre. Il dit on donne l'indépendance d'un côté, mais il faut signer les accords de coopération. Et ces accords de coopération, c'est quoi ? Ça va être, au plan monétaire, c'est le maintien du franc CFA, qui est une monnaie qui a été mise en place au moment de la Seconde Guerre mondiale, une monnaie contrôlée par Paris dans ses colonies, et qui reste une monnaie contrôlée par la France, et qui connaîtra des réformes successives jusqu'à aujourd'hui où elle existe toujours. C'est pour ça qu'on a persistance d'une monnaie coloniale qui est beaucoup moins sous contrôle français, mais où on conserve certains aspects de domination évidents. Une coopération au plan judiciaire, coopération au plan militaire, évidemment. C'est la mise... En fait, il y a pas d'armée nationale. Il y a des armées africaines qui étaient incluses dans l'armée française. Au moment de la communauté, on a fait une grande armée africaine toujours gérée par la France. Et donc là, on a des armées nationales qui se mettent en place, mais qui sont encadrées par des officiers français, formés, encadrés par des officiers français. Défense. Il fallait qu'on fit des accords de défense. Ces pays-là n'avaient pas d'armée. Quand ils sont devenus indépendants, ils n'avaient pas d'armée. Ils n'avaient même pas, la vérité, la plupart d'entre eux, de gendarmerie. Et alors, on a fait des accords de défense qui étaient tout à fait dans leur intérêt. C'est moi qui ai négocié tous ces accords-là avec eux. Et donc, la France commande les nouvelles armées, les forme, les équipe, et surtout s'assure d'avoir des armées peu nombreuses qui vont en fait être en capacité à faire du maintien de l'ordre dans le pays, de la répression, mais sûrement pas être en capacité à peser dans un rapport de force vis-à-vis de l'ancienne puissance. Il y a la coopération au plan universitaire, au plan scolaire, enfin voilà, on maintient, et Michel Debré, donc Premier ministre de l'époque, qui est vraiment proche de De Gaulle, qui est un des rédacteurs de la Constitution de la Ve République, dit dans ses mémoires, il dit « Je m'efforce à cette époque de construire une toile d'araignée ». Il utilise cette expression de toile d'araignée pour parler de ces différents accords qui font signer et qui vont permettre à la France de conserver un lien extrêmement fort avec des États officiellement indépendants. Donc, d'un côté, on donne l'indépendance, et d'un autre côté,
on tisse de manière institutionnelle tout un système de dépendance. Et puis, en parallèle, il y a une autre personnalité qui est évidemment centrale dans tout ça, c'est Jacques Foccart, qui, dès 1958, arrive et qui est extrêmement proche de Gaulle et qui va être le monsieur Afrique de Gaulle, puis de Pompidou, et à la fin de sa vie de Chirac. Mais Jacques Foccart, donc, qui est la personne qui va en fait veiller au maintien des intérêts français et décider en lien étroit avec les services secrets français, puis avec des réseaux Foccart qui s'autonomiseront presque en partie de l'autorité des services secrets, de l'autorité officielle, mais veiller à éliminer les types qui dérangent, quoi, et à faire en sorte qu'on maintienne les intérêts français. Et donc à agir dans l'ombre pour favoriser un coup d'État, favoriser le renversement d'un tel ou d'un tel. Et on peut prendre un cas, au Togo en 1963, le nouveau président, Sylvanus Olympio, qui porte un projet panafricaniste et qui veut se rapprocher de l'Allemagne, puisque le Togo est une ancienne colonie allemande, qui a, à la fin de la Première Guerre mondiale, comme le Cameroun, les colonies allemandes ont été partagées entre les vainqueurs de la Première Guerre mondiale, et donc le Togo, le Togo francophone, la partie, ce qui est une partie rattachée au Nigeria, mais le Togo se retrouve mis sous mandat français. Et donc, la France le gère comme une colonie. Et en 60, c'est quand même Sylvanus Olympio qui va devenir président, mais assez vite, il a des velléités de mise à distance de la France, quoi. Et il dérange. Et il y a des intérêts économiques au Togo, mais il y a surtout l'idée que si un pays commence à s'autonomiser, il y a un risque de donner l'exemple. Donc il faut couper immédiatement ce qui pour ces gens-là passe pour de la gangrène, quoi, hein. Enfin, c'est des gens. Et donc Sylvanus Olympio est renversé en 1963, assassiné par un commando dont le travail d'historien montre qu'ils ont eu des liens extrêmement étroits avec l'ambassade de France et avec un commandant de gendarmerie sur place qui a favorisé en fait complètement le putsch, quoi. Aux autorités françaises, on demande donc la vérité, l'ouverture des archives. Sylvanus Olympio a eu des problèmes avec les impérialistes, les colonialistes français assez tôt. Mais la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est l'affaire du CFA. Il a voulu, au moment de l'indépendance, avoir une monnaie nationale. Il devait sortir de la zone CFA. Ils se sont dit que ça, c'est un tsunami. Dans les archives américaines, il y en a quand même des éléments, factuels et probants de l'implication de la France, loin ou de près, dans cette histoire. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis ont échangé, parce que Sylvanus Olympio s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis. C'est toujours pas clair de finalement est-ce que c'est la France qui a voulu complètement, mais elle a même pas besoin de donner des ordres. Il y a toujours des gens qui sont prêts à en découdre, et là c'était des militaires togolais qui voulaient être réincorporés dans l'armée. Sylvanus Olympio refusait, il considérait qu'il y avait besoin plus d'instits que de militaires. Et en fait, ils l'ont renversé, assassiné. Et à partir de là, le Togo est devenu la dictature qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, assez vite, l'assassin de Sylvanus Olympio, 4 ans plus tard, a pris le pouvoir à son tour. Et c'est devenu, c'est la même famille qui est au pouvoir depuis plus de 50 ans maintenant au Togo. On a, et ça, il y a les réseaux, c'est ça, les réseaux Foccart, c'est cette réalité-là. Voilà. Donc, en gros, indépendance officielle, mise en place de tout un tissu d'accords de coopération qui vont maintenir cette interdépendance, et puis réseau Foccart, un peu la face cachée, l'ombre, qui vont permettre d'éliminer les voix discordantes et de maintenir les intérêts français et qui veillent à ça. Et ça se met en place, en gros, au tournant des années 50-60, mais ça se prépare dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale.
Et ça se poursuit finalement pendant les décennies suivantes avec plein d'évolutions et de manière moins marquée peut-être, ce qui donne régulièrement l'impression que la France-Afrique appartient au passé, mais qui se poursuit sous d'autres formes. D'abord, nous disons que la défense du peuple incombe au peuple. Et il faut que le peuple se mobilise, il faut que le peuple soit en armes, car nos ennemis sont nombreux, tout le monde n'acclame pas la révolution voltaïque et tout le monde n'a pas entré l'âge de guerre contre nous. Et aussi, nous estimons qu'il n'est pas question de confier la défense du peuple à une minorité, si spécialisée soit-elle. Non, c'est le peuple qui se défend. Et c'est le peuple qui décide de faire la paix quand il ne peut plus poursuivre la guerre. C'est le peuple qui décide du budget de l'armée. C'est le peuple qui décide de ce que doit être l'armée. Il ne faut pas qu'il y ait une armée, une aristocratie au-dessus du reste du peuple. Nous voulons casser cela. En fait, il y a un certain nombre de mythes. L'histoire franco-africaine est pleine de mythes. C'était peut-être pas une volonté de départ, mais ça a été le résultat. On s'est rendu compte qu'on déboulonnait un certain nombre de mythes dans ce livre. Alors, celui dont je vais parler, on n'est pas les seuls et on n'est pas les premiers à le faire, évidemment. Effectivement, il y a ce mythe de la décolonisation pacifique. Il y a cette idée que la France aurait donné l'indépendance, une sorte de grandeur d'âme du général de Gaulle et d'autres à l'époque. Alors, les moins naïfs ont vite en tête qu'il y a quand même la guerre d'Algérie en parallèle qui pousse aux fesses derrière, hein, parce qu'en fait la France s'en sort pas, n'arrive pas à réprimer, malgré une répression terrible, n'arrive pas à mettre fin à la poussée indépendantiste en Algérie, mais en réalité cette poussée indépendantiste elle est à plein d'autres endroits, et depuis les années 40. À la fin des années 40, vous avez à Madagascar une insurrection massive qui est réprimée dans le sang, mais c'est terrifiant. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont tuées par l'armée française, et ça, c'est complètement absent de nos livres d'histoire. Vous avez en Côte d'Ivoire des répressions populaires, des mouvements populaires aussi qui sont réprimés avec une violence inouïe, et là, pareil, on l'efface. Vous avez simultanément à la guerre d'Algérie, une guerre d'indépendance au Cameroun, où la France va intervenir massivement, mais sans envoyer des appelés, sans envoyer... en fait, elle n'envoie qu'une armée de métier, une partie de son armée de métier qui existe déjà à l'époque. Et donc, il y a beaucoup moins de témoignages qui remontent en métropole des horreurs qui sont commises là-bas. C'est des gens qui sont envoyés pour faire le boulot et, en fait... raser des villages, déplacer des populations, commettre des crimes de masse. Et donc, cette guerre d'indépendance, elle a marqué le Cameroun. C'est une guerre d'indépendance perdue par le Cameroun, par l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, qui était un mouvement révolutionnaire et indépendantiste local. Et en fait, toute cette histoire-là est effacée. Et on nous bassine, depuis qu'on est gamin, sur l'idée que la décolonisation en Afrique subsaharienne aurait été pacifique, qu'on aurait eu la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, mais que partout ailleurs, il n'y avait pas de problème. En réalité, il y avait une poussée indépendantiste massive, une répression inouïe, et qu'on efface, et des crimes en fait coloniaux qui aujourd'hui n'apparaissent toujours pas dans les livres d'histoire, mais enfin les crimes coloniaux de la période de conquête coloniale, les crimes coloniaux du maintien de la période coloniale, et puis les crimes coloniaux de cette période de transition un peu qui s'est ouverte au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui va déboucher sur des indépendances factices avec tout un système de maintien d'une interdépendance et ensuite un verrouillage autoritaire avec la mise en place de dictatures favorables aux intérêts français, quoi. Et il y a vraiment une chape de plomb qui s'est abattue alors littéralement sur les personnes à l'époque, mais qui ensuite est présente dans nos livres d'histoire et dans les discours politiques encore aujourd'hui. En 2010, on a célébré en France le 50aire des indépendances africaines, et c'était Nicolas Sarkozy qui était président de la République à l'époque. Il avait nommé Jacques Toubon, qui est une personnalité bien france-africaine dans son parcours, que j'ai vu, entendu, expliquer cette décolonisation pacifique. C'est-à-dire régulièrement dans des discours officiels, on a ce mythe qui est entretenu, quoi. Et à un moment, il va falloir qu'on ait un peu le courage de regarder en face et de dire non, en fait, on a massacré des gens pour essayer de maintenir notre influence et maintenir notre empire sous une forme différente.